ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après mon vlog de la semaine dernière où on vous présente notre arrivée aux États-Unis et surtout notre journée à Universal, je vous propose un petit retour sur l'organisation d'une journée à Universal et ce qu'on a réellement pensé, cette fois pas à chaud mais vraiment bien après le séjour, de notre journée à Universal. Tout d'abord, un petit rappel d'Universal, ce que c'est exactement. Alors, il y a plusieurs parcs Universal dans le monde, notamment 2 aux États-Unis, un en Californie et un en Floride. Celui de Californie se trouve près d'Hollywood et propose notamment de visiter des studios, des parties en tout cas de décors qui ont été réellement utilisés. Ce n'est pas le cas d'Universal en Floride, et c'est Universal en Floride que nous avons visité. Universal Orlando, donc en Floride, se présente en 3 parcs: Universal Studios Florida, Island of Adventure et Volcano Bay. Les 2 premiers sont des parcs à thème et le 3e est un parc aquatique. Universal Studios Florida propose une quinzaine d'attractions, tandis que Island of Adventure en présente une 20aine. Il y a plusieurs thèmes représentés dans ces parcs. Il y a dans chacun des 2 parcs une zone Harry Potter, il y a une zone Jurassic Park, il y a une zone Simpson, il y a une zone Marvel. Donc ça c'est pour les grosses zones, une zone cartoon américain aussi. Et il y a aussi des attractions qui ont un thème fort, hein, quasiment toutes ont un thème fort, mais qui ne sont pas en lien avec leur zone. Typiquement dans le parc Universal Orlando Florida, les zones sont des villes en fait. Il y a New York, voilà. Et du coup dedans ce que l'on va trouver n'est pas la Statue de la Liberté quoi. On va vraiment trouver des attractions sur des thèmes comme Transformers, comme les Minions, comme Men in Black, mais du coup intégré dans un land qui n'a pas de thème fort comme on pourrait en avoir pour Jurassic Park ou Harry Potter. Le dernier parc, donc le parc aquatique, il s'agit de Volcano Bay. Ce qui est intéressant de savoir sur ce parc, c'est que les Imagineers qui ont travaillé dessus aux États-Unis en fait sont des gens qui travaillaient à la base chez Disney et qui sont partis, travailler même pour Disneyland Paris. Ils ont élaboré un plan de parc aquatique qui devait voir le jour chez nous. Et quand ça a été annulé, ils ont dit au revoir à Disney en partant avec les plans sous le bras et ils sont allés faire Volcano Bay, donc qui est fortement inspiré de ce qui a été fait à l'époque, mais en 1000 fois plus grand, 1000 fois plus cher, 1000 fois plus tout ce que vous voulez. En attendant, l'idée du volcan, etc., c'était une idée de base qui était prévue pour Disneyland Paris. Et je trouve ça amusant de le savoir. Nous n'avons pas visité Volcano Bay, nous n'avons fait que les 2 autres parcs sur une seule journée. Moi je viens de vous dire, on n'a fait qu'une seule journée. Combien de temps est-ce que je recommanderais pour visiter ces parcs? Si vous ne venez que pour Harry Potter, un jour c'est largement suffisant. Si vous voulez vraiment faire le tour du parc, enfin des 2 parcs à thème, il faut un jour je pense pour chacun des parcs, sachant qu'il faudra que vous ayez un jour avec les 2 parcs sur les 2 pour pouvoir faire une des attractions qui n'est possible que si vous avez un billet où vous pouvez changer de parc. Et si vous voulez vraiment tout faire avec aussi le parc aquatique, je vous conseille fortement une journée complète au parc aquatique ou en tout cas de prendre les billets 3 jours 3 parcs qui vous permettront de passer au moins une après-midi et une fin de soirée au parc aquatique. Pour ce qui est de l'achat des billets, alors faut savoir que Universal c'est très cher. Nous on s'y est peut-être pas pris assez tôt, mais on a payé vraiment très cher notre journée. Donc les billets s'achètent soit sur le site officiel d'Universal, c'est pas forcément l'endroit le plus cher, ça peut, mais il faut comparer avec Undercover Tourist et avec Attraction Ticket. C'est les 3 sites où vous avez le plus de chances d'avoir les prix les moins chers. Il en existe d'autres, ces 3 là sont fiables, mais voilà, ça vous permet déjà d'avoir un ordre d'idée du prix et ça peut être, selon votre période et les offres disponibles dans ces sites, le plus intéressant, a priori c'est l'un des 3. Selon votre durée de séjour, donc ce ne sera pas forcément le même site qui sera intéressant, pour Attraction Ticket, pensez à regarder dans différents pays d'Europe, en Irlande et en Allemagne notamment. Ça permet d'avoir des offres potentiellement différentes auxquelles vous avez droit car il n'est interdit en fait en Europe de proposer une offre à un seul pays sans que les autres pays de l'Union Européenne y aient accès. Il peut être intéressant aussi de regarder les passes annuelles, ils sont rentables vraiment relativement vite, donc ça peut être un bon plan aussi, il faut penser à comparer. Au-delà du billet d'entrée, il y a autre chose que vous pouvez avoir envie d'acheter, c'est les Express Pass. Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un billet coupe-fil qui vous permettra d'entrer dans une file spéciale aux attractions qui en possèdent une, c'est-à-dire la plupart des attractions. Il y a 2 offres distinctes. Il y a le Express Pass qui permet d'entrer une fois
par attraction qui dispose de la file, et le Express Pass Unlimited qui permet d'entrer autant de fois qu'on veut à toutes les attractions sur une journée. C'est très cher. Je vais pas vous mentir, nous ça a coûté plus cher que le billet d'entrée, qui était déjà cher. Donc on a payé quasiment 200 € pour chaque, un petit peu plus de 200 € pour les Express Pass par personne. Mais c'est extrêmement rentable. On n'a jamais fait plus de 15 minutes de queue, même quand il y avait 1 heure, 1 heure et quart annoncée pour la file stand-by. Nous on n'a jamais fait plus de 10-15 minutes vraiment aux attractions où il y avait le plus de monde. À une exception près, on a fait vraiment la queue au Hogwarts Express, enfin Poudlard Express. Là pour le coup, le Express Pass c'est pas très rentable, mais pour tout le reste, vraiment ça a été indispensable pour nous pour faire autant de choses sur une journée. On n'aurait jamais réussi si on n'avait pas eu les Express Pass. De plus, il est très peu contraignant parce qu'il n'y a pas de rendez-vous à prendre, pas d'horaire à respecter. C'est vraiment, on arrive, on voit le temps d'attente affiché pour les gens lambda, on enlève à peu près 75%, ça nous donne un ordre d'idée de combien de temps nous on va mettre et on y va. De ce point de vue là, je trouve ça génial par rapport à Genie Plus notamment qu'on a à Disney World juste à côté, où c'est quand même contraignant d'être tout le temps sur ton téléphone à essayer de choper les horaires et tout. Là, c'est vraiment on arrive, on passe. Notez qu'il est possible d'avoir les Express Pass Unlimited compris avec certains des hôtels, les 3 hôtels les plus chers du resort. Il s'agit du Hard Rock Hotel, du Loews Pacific Resort et du Loews Portofino Bay. Donc si vous avez une chambre dans l'un de ces 3 hôtels, vous avez les Express Pass Unlimited pour chacun des membres de la chambre. Voilà. Ça peut être intéressant financièrement, donc faut le regarder, mais nous c'était pas le cas. Sachant qu'il fallait vraiment regarder avec les Express Pass basiques, parce que le Unlimited, quand on est sur une journée, très honnêtement, si on connaît pas les parcs, etc., on va pas avoir envie de refaire les attractions, on va déjà essayer d'en faire un maximum avant d'essayer d'en refaire. Donc j'ai pas vu l'intérêt et je confirme qu'il y a trop d'attractions qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait, plutôt que d'attractions qu'on aurait voulu refaire. Je viens de vous parler d'hôtels, la question suivante c'est donc où loger. Alors, il y a des hôtels, comme pour Disney World, qui appartiennent à Universal. Il y a plusieurs catégories d'hôtels, mais moi j'avais trouvé qu'ils étaient quand même relativement chers, même les moins chers. Ils ont quand même des avantages de type navette. Ça, c'est pas mal. Il y en a qui ont notamment des navettes fluviales, enfin, il y a des choses très bien. Et le Hard Rock, typiquement, le Hard Rock Hotel, qui a les Limited, qui est donc dans les plus chers, il est vraiment pile entre les deux parcs, genre c'est à 2 minutes à pied des portes d'entrée, c'est genre pratique. Il faut savoir que ces hôtels, tous les hôtels du parc permettent d'accéder un petit peu plus tôt au parc, ce qui peut être un gros avantage pour certaines attractions très prisées. Il y a aussi des hôtels partenaires, ce sont des hôtels qui proposent des navettes et qui proposent notamment d'éditer vos billets, parce que si vous achetez vos billets par exemple sur Undercover Tourist, vous aurez une contre-marque à échanger, que vous pourrez échanger soit à l'entrée des parcs, soit justement dans les points de vente. Et les hôtels partenaires en ont, ce qui gagne pas mal de temps parce que du coup on fait pas la queue. Donc de ce point de vue là c'est assez intéressant, nous on s'en est servi et franchement ça c'était un bon point parce que nous étions en hôtel partenaire. Et enfin vous avez des hôtels tout à fait lambda qui ne sont pas partenaires ni rien, qui n'ont pas de navette et auquel cas il faudra soit marcher, mais c'est honnêtement pas facile d'accès à pied, c'est pas fait pour, soit prendre un Uber ce qui vous coûtera, ou un Lyft, ce qui vous coûtera vraiment pas forcément cher. Nous si vous avez suivi nos petits soucis, on est rentré en Lyft, ça nous a coûté 10 $. Selon où vous souhaitez loger, typiquement si vous voulez un hôtel Universal, vous pouvez évidemment le prendre sur le site officiel d'Universal. Faudra payer en dollars et il y a potentiellement le taux de change qu'il faut connaître pour savoir combien ça vous coûte pour vous faire un ordre d'idée, et potentiellement des frais bancaires puisque c'est des dollars. Donc selon votre carte et votre banque, vous aurez potentiellement des frais. Faut savoir que ces hôtels sont disponibles sur Booking aussi, donc là vous pourrez payer en euros, vous pourrez avoir potentiellement plus d'offres, de possibilités d'annulation, etc. Et ça vous permet les mêmes avantages. Typiquement les Express Pass Unlimited, ils sont aussi quand vous prenez sur Booking. Faut juste comparer les prix parce que en général Booking est moins cher, mais il se peut que le site Universal soit moins cher et ce serait très dommage de passer à côté. Il y a sûrement d'autres sites qui les proposent aussi et il faut pas hésiter si vous avez un site d'hôtel que vous savez fiable à regarder s'ils y sont pas, puisque Universal vend des chambres à des revendeurs, donc c'est possible. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous on a payé très cher pour nos billets et nos Express Pass. Il y a quelque chose que nous ne savions pas, c'est que les billets et les Express Pass peuvent augmenter de prix au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est un peu comme les billets de train et les billets d'avion, quand ça se remplit ça augmente, et ça on le savait pas.
et du coup j'ai payé le double de ce que j'aurais dû si j'avais pris mes billets plus tôt. Le seul souci que j'avais, qui m'inquiétait énormément, c'est qu'ils ne sont ni échangeables ni remboursables, que ce soit les billets ou les Express Pass. Et avec le Covid qui battait son plein à ce moment-là, vraiment ça me stressait beaucoup de prendre les billets super tôt. Du coup je les ai pris que quand on a eu le Covid et qu'on partait dans moins de 90 jours. Donc on savait qu'on n'aurait pas le Covid et qu'on n'avait plus besoin de faire de tests. Et là, l'addition a piqué très fort. Et je ne savais pas que ça pouvait augmenter comme ça. Donc mon conseil, c'est si vous êtes sûr de votre date, prenez vos billets et vos Express Pass, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Alors, quand venir? Bon, déjà pas les samedis. Je vous conseille pas les samedis, c'est comme partout, c'est les jours les plus pris. Évitez les vacances américaines, les jours fériés, le 4 juillet, tout ça, évitez. Évitez le spring break, c'est très important, c'est le moment où les Américains vont dans les parcs, notamment les jeunes. Hein. Donc Universal en particulier, et comme Disney, il y a beaucoup de jeunes dans les parcs à ce moment-là, donc beaucoup de monde. La période d'Halloween aussi, alors c'est à double tranchant parce que c'est sympa, mais les week-ends d'Halloween sont très pris. Par contre en semaine ça va. Les dimanches c'est déjà mieux que le samedi si vous devez faire des jours de week-end, privilégiez le dimanche au samedi, il y a quand même moins de monde de manière générale. Je vous conseille aussi dans quand venir, il y a d'une part éviter la foule, mais il y a aussi quelles sont les activités spéciales. Comme je le disais il y a un instant, il y a une saison d'Halloween à Universal, notamment avec des soirées Halloween, des Horror Show Night, qui paraît-il sont très impressionnantes, donc si c'est votre délire, ça peut valoir le coup de viser une de ces soirées. Il y a également pendant la saison de Mardi Gras des gros concerts et vos billets d'entrée font office de billets pour le concert. Donc ça peut être très intéressant s'il y a un groupe que vous aimez bien qui passe, allez voir et apparemment, alors moi c'est que des groupes que je connais pas mais c'est pas du tout le style de musique que j'écoute donc c'est pas forcément étonnant, mais apparemment il y avait des gros groupes très connus qui passaient et donc avoir son billet compris dans le billet d'entrée ça peut être sympa. Par contre ça veut dire que c'est des jours où il y aura beaucoup de monde parce que les concerts font que les parcs sont pleins. Alors quelques petites astuces. Déjà il existe un photopass, système identique à Disney, donc qui permet d'avoir des photos d'attractions et des photos de personnages, parce que oui, à Universal il y a des personnages à rencontrer. Il existe des mugs pour boissons illimitées, ils se remplissent uniquement dans le parc. Les prix, alors il y en a différents pour selon le mug souvenir que vous voulez, mais en gros c'est entre 14 et 16 $, hors taxe, pour avoir votre mug que vous pouvez remplir pendant toute votre journée. Et c'est valable qu'une seule journée, c'est-à-dire que si vous venez 2 jours par exemple, il faudra réactiver votre mug et pour ça il faut payer 10 $ hors taxe. Donc c'est quand même moins cher quand c'est réactiver un mug qui existe déjà. Mais voilà, sachant qu'un Coca par exemple c'est à peu près 4 $, hors taxe toujours, dès votre 3e boisson en fait, si vous voulez boire 3 boissons dans la journée, c'est plus intéressant. Attention, c'est à des fontaines spécifiques, certaines boissons, typiquement au hasard la bière au beurre, ne sont pas comprises dans ces offres-là. Je vous en ai parlé il y a un instant, nous on n'a pas choisi de les faire mais on a vu quelques personnages de loin, on a vu notamment les personnages de Bob l'éponge qu'on n'est pas allé voir et que j'ai pas filmé dans le vlog, donc ça vous le savez pas, et on est passé aussi, on a vu un mignon et on a vu de loin des personnages de Marvel. On les a pas cherchés du tout, là on était vraiment centré sur les attractions, c'est toujours sympa. En fait je trouve que les personnages, même si on veut pas faire la queue, même si on... voilà, je trouve que ça donne de la vie et en particulier quand c'est par exemple pour le mignon dans vraiment un endroit fait pour, je trouve ça super. Alors je vais vous parler de notre parcours et de ce qu'on aurait pu faire différemment pour d'autres objectifs, sachant que j'en suis assez satisfaite de notre parcours. Très honnêtement on a fait quasiment tout ce que je voulais, je reviens sur ce qu'on n'a pas pu faire à la fin et nos avis, je ferai venir Laurent pour qu'il vous donne aussi son avis. Donc on a commencé par Universal Studios Orlando. Et on a commencé par l'attraction des Mignons, qui est une des premières attractions quand on arrive. Cette attraction, donc c'est un simulateur 4D, et à la sortie, on a un mignon qui nous attend pour faire des photos, et on a une boutique. Il remue un peu quand même le cinéma. J'avais un peu mal au cœur, je suis très sensible à ce genre de choses, mais ça allait, c'était pas... voilà. Ensuite on est allé dans la zone Harry Potter, on est arrivé à Londres et tout, c'est trop beau. Et on a fait l'attraction Gringotts, on s'est beaucoup promené, etc. L'attraction Gringotts qu'on a beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé en tout cas, c'est un coaster un peu sympa et tout. Vraiment la thématisation est cool. J'ai juste trouvé dommage que l'histoire ne colle pas avec ce qu'on peut avoir dans les films ni rien. Mais c'est pour nous faire voir plus de personnages et tout. La file d'attente est absolument géniale. Je vous laisse aller voir le vlog encore une fois pour avoir plus d'images de tout ça.
Ensuite on a fait l'attraction Men in Black, qui est une attraction de shoot sur des aliens, qui est très sympa. Elle est vraiment bien faite et tout, ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a fait que traverser la zone des Simpsons parce que ni moi ni Laura n'apprécions les Simpsons, donc on est passé vite. Je sais que l'attraction en 4D elle peut faire un peu mal au cœur et je suis très sensible, comme je vous l'ai dit avant. Donc on n'a pas voulu prendre le risque de me rendre malade pour une attraction où j'allais rien comprendre entre guillemets, parce que il paraît que le débit de parole est rapide et que j'ai pas les refs en fait tout simplement, donc ça avait juste pas beaucoup d'intérêt. Ensuite on allait faire l'attraction emblématique E.T. Du parc, donc qui est la seule attraction qui reste de l'ouverture initiale en 90 et c'est assez sympa. C'est très particulier, c'est complètement... Ils étaient complètement sous LSD quand ils ont fait ça, mais c'est assez rigolo et il y a plein de bonnes idées dans ce Dark Ride, donc j'étais très contente de le faire. Ensuite on a fait un petit show de dressage, c'est mignon, voilà, ça permettait de se poser, c'était pas mal. Ensuite on allait faire le Poudlard Express qui permet donc de changer de parc. Donc cette attraction là, si vous voulez la faire, il faut absolument avoir un billet un jour de parc, ou 2 jours de parc, enfin ce que vous voulez, mais avec le changement de parc possible. Sinon vous ne pourrez pas prendre le Poudlard Express et c'est assez dommage. Quand on est fan d'Harry Potter c'est super triste. Après si vous êtes juste à la recherche de sensations fortes et qu'Harry Potter vous en avez rien à cirer, ça vaut pas la peine, je suis d'accord. Mais en fan d'Harry Potter je vous la conseille vraiment. Alors il paraît que dans les deux sens c'est pas la même chose. Nous donc on a commencé par Universal plutôt que Island of Adventure parce que à Universal la zone Harry Potter c'est le chemin de traverse. Donc on a fait le chemin de traverse, on m'a acheté ma baguette magique, mais voilà, on a pris de la bière au beurre, voilà. Et on a pris le Poudlard Express qui nous emmène directement après au Lard, et on a le château quand on arrive. Et donc j'ai vraiment tenu à faire ça dans ce sens-là, parce que personnellement, ce qui m'intéressait le plus, pas la seule chose, hein, mais le plus à Universal, c'était Harry Potter. Donc je voulais vraiment le faire dans l'ordre de l'histoire. Donc arrivé là, on a fait l'attraction de l'hippogriffe, là, qu'on est dans un petit hippogriffe, c'est mignon, on a 3 animatronics et la cabane de Hagrid surtout, donc ça c'était mignon, mais voilà, c'est un petit coaster familial. Ensuite on a fait l'attraction dans Poudlard, là par contre vraiment bluffé. Cette attraction elle est absolument géniale, alors elle donne mal au cœur, clairement. On a eu mal au cœur tous les deux en sortant, on n'était pas trop bien, on était contents de manger juste après et pas juste avant. Mais elle vaut clairement le détour et je n'ai aucun regret de l'avoir fait, mais j'aurais pas pu la refaire encore une fois, pas le même jour en tout cas, parce qu'elle donne mal au cœur et que c'était juste pas possible pour moi. Mais elle vaut clairement le coup. Ensuite on est allé manger aux 3 balais parce que je voulais quand même manger absolument dans la zone Harry Potter, ça n'apportait pas grand chose mais je voulais vraiment, donc on est allé aux 3 balais, j'étais contente. Fun fact, bon ils servent évidemment de la bière au beurre, mais ils servent aussi du jus de citrouille, voilà, alors on l'a pas testé mais ils en servent. Ensuite on a fait la zone Jurassic Park, alors on s'est juste beaucoup promené mais on a fait quand même une attraction, on a fait Jurassic Park River Adventure qui est l'attraction emblématique, voilà. Elle vaut le détour, hein. Clairement elle est sympa et enfin il faut la faire quoi. J'aurais voulu faire le Velocicoaster mais clairement j'aurais été toute seule et il y avait vraiment beaucoup d'attentes donc on l'a pas fait à ce moment là. Et ensuite donc on s'est promené et on est arrivé, comme on était déjà un petit peu mouillé de l'attraction Jurassic Park, on s'est dit bah on va aller faire les attractions d'eau et là on a été faire Popeye. J'ai appris depuis qu'il paraît que c'est l'attraction qui mouille le plus au monde. Mais just a little splash. Ensuite pour sécher je suis allée faire Hulk mais je l'ai faite toute seule. Alors j'ai hésité, je sais pas ce qui était le plus rapide parce qu'il y a une single rider et les Express Pass. J'ai parié que le Express Pass serait quand même plus rapide mais j'étais pas certaine. Et je n'en sais toujours rien d'ailleurs. Ensuite on s'est promené vraiment dans la zone plus pour enfants, donc on a fait The Cat in the Hat qui est inspiré d'un dessin animé très classique aux États-Unis, typiquement américain. C'était bizarre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, en vrai, c'est un dark ride, c'est mignon, c'est complètement fantasy, c'est farfelu. Et à mon avis, le dessin animé est sympa, mais sans les refs, c'est quand même plus dur. Après, on a compris ce qui se passait, hein, mais on n'a pas les refs. Ensuite, on a tenté Hagrid's Motorbike Adventure. C'est une des dernières attractions qui vient d'ouvrir et bah, elle a vraiment la cote. Il y avait 100 minutes d'attente et au bout de 10 minutes, ça n'avait pas bougé. On n'avait pas avancé, du coup, on a abandonné. J'étais triste. Mais 100 minutes sans avancer du tout, enfin, sachant qu'on n'avait déjà pas avancé pendant 10 minutes, on s'est dit que vraiment c'était trop long. Et du coup à la place on allait faire le spectacle attraction Poséidon. C'était assez cheap par moment quand même, c'était assez bizarre et je sais toujours pas, même plus de 2 mois après, si j'ai aimé ou pas. Je sais pas. Et enfin nous sommes retournés dans l'autre parc pour aller faire la parade du Mardi Gras. Pareil, j'ai été assez surprise, je m'attendais pas du tout à ça et en fait moi ça m'a pas plu.
Les chars étaient plutôt jolis, mais je sais pas, il y avait des gens, ils étaient super contents, hein. Enfin je veux dire, l'ambiance, les gens ils étaient trop contents, mais ça m'a pas trop plu. Ça c'est tout ce qu'on a fait. Donc ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait le Velocicoaster parce qu'il y avait trop de monde. Il était tombé en panne à un moment, mais malheureusement on était encore dans leur parc quand il a rouvert, parce que je surveillais en me disant bah si quand on arrive il rouvre, on fonce en fait. Quitte à faire une demi-heure d'attente mais pas 5 minutes. On n'a pas pu faire la revanche de la momie que je voulais vraiment faire mais qui était en réhabilitation pour une super longue période, donc bah juste pas possible. Hagrid's Motorbike Adventure, donc comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment le faire mais bah on a dû abandonner parce que vraiment ça avançait pas. J'ai fortement hésité à faire Rocket. Donc c'est une attraction où vous montez vraiment, ça monte droit, puis ça descend droit. Et en fait j'aime pas trop les chutes, alors j'ai découvert depuis que sur un coaster ça passait quand même vachement mieux que dans un ascenseur typiquement. Mais ça reste pas trop mon truc, donc j'ai hésité à y aller toute seule, hein. Là c'était clairement toute seule. Et finalement j'y suis pas allée et je regrette un peu. J'ai hésité à le faire typiquement juste après la parade de Mardi Gras et je regrette un peu de pas l'avoir fait. Et il y a plein de trucs en 4D qu'on n'a pas fait, genre Transformers, Spider-Man, etc. Mais ça c'est fait exprès parce que vraiment j'avais trop peur d'avoir mal au cœur et comme on avait qu'une journée, si je me retrouvais avec mal au cœur et encore des trucs que j'avais vraiment envie de faire, bah c'était dommage, j'aurais juste pas profité. Du coup c'est un vrai choix de pas les faire. Et le dernier truc c'est le Poudlard Express au retour, parce que même avec les Express Pass à l'aller ça avait pris un temps fou. Vraiment on a attendu longtemps. Je pense qu'on a attendu une demi-heure, et alors qu'on avait les Express Pass. Et au retour ça aurait pas été mieux, je savais pas si on avait accès, et enfin vraiment faire une demi-heure pour juste le trajet retour alors qu'on avait déjà fait l'aller, même si c'est pas exactement le même, on n'a pas eu envie. Une dernière petite remarque, il y a quand même énormément d'attractions avec une limite de taille, même dans celles qui se veulent familiales. Typiquement, l'attraction E.T. elle est limitée, il faut faire au moins 87 cm. Donc vraiment, j'ai regardé la plupart des attractions, typiquement Harry Potter, etc., c'est minimum 107 cm. Donc si vous avez un enfant qui a pas peur mais qui a pas la taille, il pourra vraiment pas faire grand chose. Et les attractions dites pour enfants, elles sont vraiment peu nombreuses, tout au même endroit, donc vraiment centrées à un endroit où vous vous baladerez pas beaucoup pour faire avec les autres quoi. Elles sont pas au milieu pour occuper pendant que les autres font autre chose, donc ça c'est vachement triste. Et donc il y a peu d'attractions pour toute la famille, j'ai trouvé. Ce qui est un petit peu dommage, si vous venez avec des enfants petits en taille, vous serez très restreint. Par contre, il existe un Baby Switch. On va finir avec nos avis sur le parc, je vais chercher Laurane. Qu'est-ce qu'on a pensé donc des parcs Universal? Qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'est un parc à thème. Et bof. C'est pas trop ton truc. Non, c'est pas trop mon truc. Mais en tant que parc à thème, ils sont pas ouf non plus. Il y a la partie Harry Potter qui est bien réussie. C'est à peu près tout. La partie Jurassic Park aussi est très réussie, avec toute la zone où pour les enfants tu peux aller creuser, chercher des dinosaures et tout. Cette partie là elle était bien aussi. Après il y a aussi que y a beaucoup d'attractions et de zones qui sont sur de la culture américaine, des dessins animés, des séries américaines qu'on n'a pas ailleurs. Show télé même. Il y a une attraction sur un show qu'on n'a pas fait mais... Et des choses que surtout les Américains aiment, je pense par exemple aux Simpsons. Ça c'est très exporté. C'est très exporté, mais ça reste un truc qui est très américain. Et encore ça c'est un des trucs les plus mondialisés, ouverts, on va dire. Mondialisés depuis. Genre les trucs sur les Thing. Oui, The Cat in the Hat. Voilà. Et donc voilà. Après le parc à thème est pas ouf non plus, ça fait un peu plus parc d'attractions finalement. C'est ça, il y a quelques zones qui ont un bon thème et globalement c'est un parc d'attractions. Parce que notamment la partie vraiment universelle où les lands sont des noms de villes et que ça a juste rien à voir. Enfin la momie de toute façon il n'y a pas de zone en Égypte typiquement, donc alors on l'a pas faite encore une fois, elle était fermée. Ouais. Mais c'est bizarre. Moi j'ai plus apprécié. Faut savoir que pour tous les deux c'était le premier parc hors Disneyland Paris qu'on faisait. Toi aussi? Non, j'en avais fait d'autres. Petits parcs. Moi non. Moi c'était le premier autre parc d'attractions que Disneyland Paris, donc ça faisait tout bizarre déjà. D'avoir des attractions que je connaissais pas, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Alors comme je vous ai dit, pour moi je vois le problème des familles où quasiment toutes les attractions nécessitent d'avoir au moins 90 cm de taille, ce qui est quand même plutôt grand. Et c'est fou hein, qu'il y avait... Et il y a des moments où on pouvait pas se déplacer librement. Alors ça, je pense que c'était surtout que la zone était mal faite, la zone de Préolard. Je pense surtout que la zone de Préolard est pas très bien faite parce qu'on était vraiment serré à ce moment-là, mais si tu regardais les temps d'attente globaux de la journée, ça allait.
c'était pas une très grosse journée d'Universal. C'était pas une journée vide. Bah ouais, mais on pouvait pas circuler dans Préolard. Il y a peut-être pire, mais c'était déjà pas bien. Oui, non, moi je pense que c'était pas... Il y avait trop de monde, c'était mal fait, on pouvait pas bien circuler. Ouais. C'était là où il y avait... Oui, c'était là où il y avait la parade un peu bizarre à la fin de la journée. La parade de Mardi Gras. Ouais, c'était très... Bizarre. Pas pour les enfants. Non, oui effectivement, les personnes étaient souvent très peu habillées. Et pas que les femmes. Les personnes, point positif, I guess. Oui, c'était pour le coup... Mais je me serais bien passé de ce point positif. Donc globalement, on a passé plutôt une bonne journée quand même. On a fait beaucoup de choses. Toi, ça t'a moyen plu, moi ça m'a beaucoup plu. Je passerai parc d'attractions après. Oui, c'est pas que c'était pas bien, c'est que c'était avec pas à ton goût. Oui, enfin, au-delà du billet, c'était pas fait pour toi, juste. J'espère que tous ces renseignements vous auront été utiles. Vous avez donc le vlog dans la description, bien entendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous! Salut!